Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous. Allez, on est reparti pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. Aujourd'hui, ça tournera sur la dernière vidéo de Capsule Concept qui tournait autour des profils psychologiques des créateurs et des créatrices. Donc les profils psychologiques, on avait élaboré sur les traits de personnalité, sur l'attitude, sur l'état d'esprit ou le mindset en anglais. L'idée aujourd'hui, ce sera de refaire, comme d'habitude, un point critique sur ce que j'ai pu dire, sur ce qui pouvait être faux, sur ce qui pouvait être bien. Et on s'aidera, comme d'habitude, d'une interaction avec un chatbot. Aujourd'hui, je ferai avec Gemini. J'ai découvert récemment ses capacités et j'ai l'impression qu'elles ont augmenté par rapport à la dernière fois où j'avais testé. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle. Alors comme vous le voyez, j'ai mis le transcript de la vidéo précédente et je vais lui demander de faire une synthèse. Alors là, il m'a déjà fait une synthèse quand je lui ai demandé, mais on va lui demander les synthèses que moi j'apprécie et que j'affectionne, qui sont celles qui sont dédiées à un enfant et celles qui sont dédiées à un grand-parent, une grand-mère, un grand-père, votre grand-mère ou la mienne. Allez, c'est parti. Alors la synthèse pour un grand-père ou une grand-mère, déjà on voit que ça fait un peu moins d'une page, donc c'est plutôt bien. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, titre, l'esprit créatif comme un bon vieux film en noir et blanc qu'on repasse. Bon, vous êtes vieux, la télé en noir et blanc, c'est ça qui compte. Bonjour, vous rappelez-vous du temps où on écoutait Brassens ou Edith Piaf, où on allait voir un bon vieux film avec Jean Gabin au cinéma, après avoir fait le plein avec la carte Panzani? La carte Panzani, moi, je ne sais pas à quoi ça fait référence, hein, je suis trop jeune. L'idée, c'est de comparer la personnalité créative à un moteur de 2 chevaux bien réglé. Il ne s'agit pas de savoir si on est né génie, mais de voir comment notre caractère nous aide à inventer. Bon, Gabin, Piaf, Brassens, bon, je connais, mais ça commence à dater, hein. Le moteur de la créativité, les 6 traits de personnalité. Les scientifiques ont remarqué que les inventeurs et les artistes qui ont fait époque, comme un grand peintre impressionniste ou réalisateur de la Nouvelle Vague par exemple, avaient souvent 6 traits de caractère en commun. On pourrait les résumer ainsi. L'ouverture, avoir soif de nouveautés, c'est comme le tourisme qui s'est développé après la guerre. On a soif de voir le monde, d'essayer de nouvelles recettes, et pas seulement le fameux steak frites, et de parler avec tout le monde, même les jeunes. Ça nous donne plus d'idées à mélanger. Le deuxième, c'est la persévérance, s'accrocher à l'ouvrage. Pensez aux années de reconstruction où il fallait remonter une maison brique par brique. C'est l'art de finir son travail, comme quand vous tricotez un pull et que vous ne vous arrêtez pas juste parce que vous avez fait une erreur. Si on ne finit rien, personne ne peut admirer notre œuvre. Donc ici, vous avez vu, hein, les vieux, ils construisent et ils font du tricot. J'aime bien cette. Quels sont les stéréotypes qu'a l'intelligence artificielle sur ce qu'on est? C'est génial. Troisième point, la tolérance à l'ambiguïté, accepter le flou artistique, c'est accepter que tout ne soit pas carré comme un plan d'architecte ou net comme une photo de Robert Doisneau. Je ne connais pas Robert Doisneau, désolé. C'est dire, ce n'est pas encore parfait, mais laissons une chance à cette petite idée un peu folle. Ça évite la rigidité mentale. Le quatrième, c'est la prise de risque. Ne pas toujours faire comme la masse. Ne pas être un mouton, quoi. Il ne l'a pas dit, mais c'est tout comme. Hein. C'est comme acheter les premières télévisions alors que tout le monde disait que c'était une mode passagère, ou prendre un crédit pour acheter une maison en plein baby-boom. C'est le courage de ne pas suivre la norme et d'accepter de perdre un peu pour gagner beaucoup plus tard. Il a bien cerné que les anciens d'aujourd'hui ont acheté à l'époque du baby-boom. C'était un projet, ils sont sûrement aujourd'hui propriétaires pour ceux qui ont fait cet achat. Alors les premières télévisions aussi, c'est intéressant de dire ça pour nous parce que on a toujours connu des écrans. Aujourd'hui, on a les tablettes, on a les ordinateurs, on a les smartphones. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait pas la télévision. Alors je pense que tous nos grands-parents aujourd'hui, ceux qui sont encore en vie, ont connu la télévision assez rapidement dans leur vie. Mais c'est vrai que c'est un élément culturel qui est assez récent. C'est un élément culturel qui est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Le cinquième, c'est le psychotisme, laisser vagabonder son esprit. C'est se permettre de rêver en pleine journée ou d'imaginer des scénarios comme au cinéma d'avant. Ce n'est pas confondre la réalité, mais se laisser emporter par son imagination pour penser ce qui n'existe pas encore. Le sixième et dernier, c'est l'individualisme, travailler à son compte. À votre époque, beaucoup de gens étaient fiers d'être artisans ou d'avoir leur propre petite entreprise. C'est l'idée de se fier d'abord à son instinct plutôt qu'au commérage du voisin et de prendre le temps de la réflexion solitaire.
Donc ici, j'aime bien parce qu'il parle de l'artisanat, des petites boutiques, des petites enseignes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a aussi disparu avec les grandes surfaces. Intéressant de faire ce petit voyage aussi, ce petit bond. Et évidemment, là, l'intelligence artificielle n'en n'en pointe que quelques-unes de ces différences culturelles entre il y a 60 ans et aujourd'hui. Mais c'est intéressant quand même, je trouve. En bref, papy, mamie, c'est une affaire d'équilibre. Un peu de folie, psychotisme pour débloquer l'idée, beaucoup de courage, du risque pour se lancer, et une bonne dose de travail, la persévérance pour finir. Ça passe bien, cette petite synthèse, elle est sympathique, et puis franchement, on a redit à peu près les différents points qui étaient abordés dans la vidéo, donc ça me va très bien. Alors, synthèse pour un enfant. Voyons qu'est-ce qu'il va nous donner comme référence culturelle ou comme analogie ou métaphore. Titre: Les super pouvoirs de la créativité. Sais-tu comment les inventeurs de Lego, de Pokémon ou de Minecraft trouvent leurs super idées? Ce n'est pas de la magie, mais un ensemble de super pouvoirs dans leur tête. C'est ce que les adultes appellent le profil psychologique. Ah, j'aime beaucoup les références à Lego, Pokémon ou Minecraft, ça me parle un peu plus. Pour être créatif, il faut avoir trois choses dans sa tête. Un état d'esprit, c'est comme ton humeur du moment. Tu es joyeux, tu es triste, tu es concentré. Ça dure pas longtemps. Une attitude, c'est quand tu mets ton humeur en action. Par exemple, tu es joyeux, alors tu danses. C'est vraiment quand tu te mets en action. 3. Un trait de personnalité. C'est une façon d'agir qui est toujours la même. Si tu es toujours gentil, par exemple, c'est un trait de personnalité. Ah là, c'est intéressant, il nous a fait aussi un petit tableau pour récapituler avec des super-héros. Donc ici, on va aller explorer les 6 super-héros de ta tête qui sont équivalents aux traits de personnalité. Les scientifiques ont trouvé 6 super-héros que tu dois encourager dans ta tête pour avoir plein d'idées. L'explorateur, son pouvoir, c'est l'ouverture à l'expérience. C'est quand tu dis oui pour essayer un nouveau jeu vidéo, manger un plat bizarre ou lire un livre sur un sujet que tu ne connais pas. Harry Potter par exemple. Plus tu explores, plus tu as d'ingrédients pour tes histoires. Le deuxième super-héros, c'est le robot, pour la persévérance. C'est comme quand tu construis le plus grand château Lego et que ça s'écroule. Tu pleures pas, tu recommences, tu te laisses pas distraire par le téléphone, c'est finir ce que tu as commencé. Troisième super-héros, l'élastique. Son super pouvoir, c'est la tolérance à l'ambiguïté. C'est accepter que ton dessin ne soit pas parfait tout de suite ou qu'il y ait plusieurs bonnes réponses à une devinette. Tu acceptes le flou au lieu de vouloir que tout soit net et clair, comme un niveau de Mario où tout est rangé. Ah, le niveau de Mario où tout est rangé, oui, c'est vrai que c'est carré. Quatrième super-héros, c'est le cascadeur. Son super pouvoir à lui, c'est la prise de risque. C'est quand tu as le courage de montrer ton dessin aux autres. Même si tu as peur qu'ils se moquent ou quand tu essaies une technique de dessin complètement nouvelle. Les grandes idées sont souvent un peu effrayantes au début. Super-héros numéro 5, le rêveur. Son super pouvoir, c'est le psychotisme. C'est quand tu mélanges la réalité avec les histoires que tu inventes. Tu fais comme les réalisateurs de Disney Pixar, tu laisses la frontière devenir floue entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. C'est intéressant parce que c'est un point aussi, ça, sur l'enfance, où cette différence entre la réalité et la virtualité, elle n'est pas toujours nette. Vous avez probablement déjà vu des enfants qui croient vraiment qu'ils ont tué la maison qu'il y avait en face d'eux. C'est très imaginaire, ou ils ont un ami imaginaire, par exemple, mais qui leur semble bien réel, ou leur doudou qui leur paraît vivant, avec qui ils ont noué une relation. Tout ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'enfance, qui peut être aussi présent dans l'âge adulte, mais qui l'est moins souvent. Le sixième super-héros, c'est le loup solitaire. Lui, sa capacité, c'est l'individualisme. C'est quand tu préfères t'arrêter pour réfléchir tout seul dans ta chambre plutôt que de suivre toujours tes copains. C'est important pour que ton idée soit vraiment la tienne et pas celle de tout le groupe. Ces 6 héros t'aident à transformer tes idées folles en vrais projets. Le secret, c'est de trouver le bon équilibre entre eux. Bon voilà, on voit les deux synthèses qu'il nous a faites. Je suis assez satisfait parce qu'elles se lisent agréablement. Elles sont intéressantes parce qu'il y a vraiment une distinction avec les deux typologies. Et franchement, je ne sais pas à vous, mais moi, ça m'a donné plein d'images, plein de petites situations où je me suis projeté. Et je pense que c'est intéressant que ces synthèses-là, en tout cas c'est comme ça que je les veux, elles soient très imagées, très métaphoriques. Et je trouve que c'est assez réussi. Alors, je vais vous montrer aussi quelques productions que j'ai fait avec le Notebook LM, qui sont, je trouve, très intéressantes parce que ça ajoute des visuels à ce que j'ai pu dire, à ce que j'ai pu raconter avec la synthèse qu'on vient de faire pour l'enfant et pour le grand-père ou la grand-mère. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un visuel. Je vous le mets comme ça en guise de conclusion pour cette partie. Ça pourrait être un complément d'ailleurs que j'utiliserai à l'avenir, que ce soit cette infographie qui est plutôt bien faite, mais j'ai aussi généré des diapos, des cartes mentales que je pourrais peut-être utiliser à l'avenir pour faire d'autres formats qui soient un peu plus visuels, un peu plus digestes, un peu plus faciles à s'approprier. Donc je vous les laisse, je vous les mets à l'écran et puis vous me direz ce que vous en pensez.
Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.